Experte en administration, santé publique, en genre et en développement durable, elle s'est reconvertie depuis 1 an dans la technologie et la révolution numérique. Pour ce numéro d'African Woman 2.0, recevons Néné Fofana, directrice générale de Sieria, une société de services informatiques spécialisée dans l'intégration de solutions. Titulaire d'une maîtrise en santé publique de l'Université George Washington aux États-Unis, Néné Fofana est une entrepreneure avec un parcours hors norme. Cette experte en administration, santé publique, en genre et en développement durable s'est reconvertie depuis 1 an dans la technologie et la révolution numérique. Néné possède plus de 18 ans d'expérience dans la conception, gestion et implémentation de projets internationaux structurants dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, directrice générale de Sieria, elle est à la tête d'une équipe d'experts en transformation digitale et en innovation. Parallèlement, elle est directrice de la fondation Africa Forward, destinée à financer les organisations de la société civile africaine qui apportent des solutions aux problèmes de développement en mettant un accent sur le leadership féminin. Bonjour Néné. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, merci de me recevoir. Alors, de l'expertise dans l'administration sanitaire à la technologie. Bon, qui est Néné Fofana? Je suis experte en santé et en genre, donc j'ai eu une carrière professionnelle peut-être un peu atypique. Voilà, j'ai commencé en école de médecine, je me suis retrouvée en école de santé publique et j'ai travaillé dans la santé publique pendant presque 18 ans. Et il y a environ 2 ans, j'ai décidé de changer un peu. J'ai toujours été un peu entrepreneur, donc je fais un peu de restauration, je suis un peu dans la mode, je fais des petites choses. Et puis, ça m'a toujours intéressée de faire quelque chose de différent. Et je pense qu'avec la Covid, j'étais arrivée à un moment où je me disais, oui, je veux basculer. Et il fallait choisir dans quoi j'allais basculer. Alors j'ai eu cette opportunité-là de basculer dans quelque chose que j'aimais aussi, qui est la technologie. Donc c'est comme ça que je me retrouve à Sieria en tant que directrice générale. Et Sieria aujourd'hui, c'est un intégrateur de solutions. Donc on est l'une des sociétés de la place qui est leader en tout ce qui est business intelligence, en tout ce qui est réseau, cloud et puis bien entendu en tout ce qui est application, développement d'applications. D'accord. Donc tu n'as pas un background de technologie en fait, parce que les gens ont souvent peur, ils se disent quand ils veulent basculer d'une chose à une autre, mais j'ai pas forcément les compétences et tout, mais comment tu as fait? Écoute, j'ai pas un background, mais je me suis documentée. Donc peut-être à l'origine, j'ai toujours été tech savvy aussi. Hein. J'ai toujours aimé, quand il y a une nouvelle version, c'est comment on télécharge. Les gens te demandent comment on télécharge la nouvelle version de iOS, voilà, des choses comme ça. Donc ça m'avait toujours intéressée. Mais je pense que moi, le déclic pour moi est venu quand j'étais encore au collège. Mais j'étais au lycée, je ne me rappelle plus exactement. Mais on a eu ici un événement à l'Hôtel Ivoire où il y avait Cheikh Modibo Diarra de la NASA qui était venu en Côte d'Ivoire. Et on avait sélectionné les premiers de chaque classe. Et moi, je pense que j'étais premier, deuxième de ma classe, un truc comme ça. Et on était allé à l'Hôtel Ivoire. Et ils nous montraient en fait tout ce qu'on peut faire avec la technologie. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Et je me suis toujours dit que c'était un domaine que j'aimais, qui m'intéressait. Donc du coup, quand j'ai commencé à vouloir changer de carrière, j'avais déjà travaillé un peu sur ces questions-là dans la santé. Donc, bien que j'étais gestionnaire de programmes de santé à différents niveaux, j'avais eu quand même à travailler sur le développement d'applications de santé. J'avais eu à piloter dans certains pays le lancement de certains produits électroniques liés à la santé, les assurances, des choses comme ça. La santé, ça va ensemble, hein, mais bon, je pense que tu étais plus sur le terrain aussi, dans le travail que tu faisais un peu plus, non? Alors dans la santé, c'est vrai que j'ai travaillé à différents niveaux. Hein. J'ai beaucoup travaillé au contact des communautés, donc j'ai beaucoup travaillé en santé communautaire, en santé maternelle et infantile.
et puis beaucoup sur les questions de genre, les questions de violence basées sur le genre et autres. Mais la réalité, c'est que justement la technologie est rentrée dans ce monde-là. Exactement, maintenant, mais bon, c'est beaucoup plus récent. C'est ça, oui. C'est beaucoup plus récent, oui. Bon, récent en Afrique, parce qu'aux États-Unis, quand même, c'était là vrai. depuis. Mais en Afrique, quand même, on a fait un grand bond les 10 dernières années. Et donc, ça a révolutionné la façon dont on faisait beaucoup de choses. Nous, on travaillait sur le terrain, il faut payer des gens, par exemple, avec le porte-monnaie électronique. On avait déjà commencé à collecter des données de base avec un iPad, avec un téléphone, des choses comme ça. Donc moi, j'étais un peu déjà dans ce monde-là. Quels sont justement tes challenges en tant que directrice générale? Peut-être, bon, il y a le challenge du changement. Je viens pas de ce milieu-là à la base. Donc il y a forcément de l'adaptation, il y a beaucoup d'apprentissage. Et moi, je suis reconnaissante d'avoir une équipe qui permet ça. Donc j'ai une équipe vraiment à qui je pose tout genre de questions, des plus stupides aux plus... Voilà. Et qui me permet justement d'apprendre avec eux. Donc ça, je pense que c'est un gros challenge. Mais en même temps, je me forme aussi. Je vais en ligne, je prends des cours. Voilà, j'essaie de mieux comprendre certaines problématiques. J'ai développé un réseau de beaucoup d'amis dans l'éthique. Donc, je connais beaucoup de directeurs de sociétés, d'autres personnes qui ont fait ça, vers qui je vais beaucoup. Après, je pense que l'autre challenge aussi, c'est le challenge de... managériel peut-être, voilà, de gérer une équipe d'hommes c'est ce que j'allais dire. à majorité et d'être dans un environnement totalement masculin, enfin à majorité masculin. Et ça, pour moi, c'est pas trop nouveau, parce que dans la santé, bien que les femmes soient les premières à donner des soins, etc., en matière de management et de gestion de la santé, c'est des hommes. À presque tous les niveaux de la pyramide. Une fois qu'on rentre dans le pouvoir décisionnel, c'est des hommes jusqu'en haut. Donc il n'y a pas grand changement, mais peut-être dans la tech, la petite différence, c'est qu'ils se disent en général que les femmes n'y connaissent rien. Donc à chaque fois, il faut montrer que oui, quand on dit AI, je sais ce que ça veut dire, quoi. C'est une entreprise qui redémarre, donc il y a le challenge de la repositionner et puis trouver de nouveaux clients. Donc c'est la démarche commerciale aussi. On parle beaucoup de l'équité, du genre et tout ça. Et je sais que tu as parlé dans un podcast que tu as été victime de racisme et de sexisme, notamment au Maroc. Explique-nous un peu ce qui s'est passé et comment tu as vécu cela. Alors, j'étais étudiante, donc j'ai fait mes années de médecine au Maroc, à Fès. Et je pense que c'est l'une des raisons, peut-être pour moi en tout cas particulièrement, pour lesquelles j'ai quitté la fac de médecine. Oui, quand même, c'est bizarre, on n'y pense pas peut-être sur le coup, mais je savais que je ne voulais plus rester là. L'environnement n'était pas du tout positif. Alors déjà, le Maroc, bon, maintenant ça a beaucoup changé, il paraît. À l'époque, oui, c'était assez fermé. Moi, j'étais dans une ville qui était toute petite, Fès. Donc vraiment, où on ne voit pas beaucoup de noirs, on n'est pas habitué à voir des noirs. Donc l'environnement était très difficile. Et après, en fac de médecine, on avait plus d'hommes plus de garçons que de filles. À 18 ans, en fac, il y a plus de garçons que de filles. Et donc, du coup, les garçons étaient toujours devant, c'est toujours eux qui engageaient les profs, qui parlaient. Nous, on était toujours un peu recluses. Et moi, avec la barrière en plus de la langue, ne parlant pas arabe, il fallait attendre que les amis finissent de parler avec le prof. Si on était en milieu hospitalier, le prof finit d'abord avec les hommes, finit de leur parler, il se retourne. Les 5-6 filles que vous êtes, on vous parle, mais rapidement. Et donc après, il fallait revenir vers les camarades, vers les garçons pour mieux comprendre ce qu'on avait dit à chaque fois. On avait des cours en particulier, il y avait un en particulier dans lequel moi je flashais. Donc il y avait un des profs là finalement vers lequel je pars au bout d'un moment et où j'explique vraiment que j'arrive pas et tout. Et le gars il me dit clairement que bon, de toute façon c'est une matière qui est assez difficile pour les filles. Donc il n'est pas trop étonné. Voilà, il a remarqué qu'en général les filles, voilà, elles s'en sortent pas et donc si j'échoue cette matière-là, ça ne sera pas un problème. Je vais aller en deuxième session et même peut-être que je vais aller en deuxième année même sans avoir validé la matière. Ça va me prendre 2 ans pour valider quoi, carrément. Et ça m'avait un peu choqué quand même. Je me disais waouh, ok. Même le prof même se dit que c'est pas possible. Et effectivement, dans la matière, au premier semestre, je pense que sur toute la classe, il devait y avoir peut-être 2 filles, seulement bien une seule qui avait validé. Donc du coup, tu vois, ça renforce un peu les stéréotypes. Et après, moi, en première année, j'ai repris ma première année de médecine, alors qu'à l'école, avant, c'était boum, 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 boum. Et ça m'a fait douter de moi, mais grave. Je me suis dit, peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Après, peut-être que ce n'est pas un métier pour les femmes, en fait. C'est un métier plus d'hommes.
Et donc, ça m'a vraiment, j'ai eu un moment de remise en question qui était assez profond. Donc, pour moi, ça n'a pas été une expérience positive. Et bon, je pense que ça m'a un peu découragée de la médecine. C'est dommage. Peut-être que ce n'était pas aussi mon calling, comme on dit. Parce qu'il y a d'autres qui étaient là. J'ai des amis qui sont restés, qui ont fini la fac. J'ai une bonne copine sénégalaise, une camerounaise qui aujourd'hui sont dans leur pays, sont professeurs en médecine, voilà, avec qui j'ai de très bonnes relations et tout. Mais je pense que moi, j'avais compris à ce moment-là que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Et je voulais faire santé publique parce que j'aimais plus ce côté de la médecine qui était beaucoup plus préventif que curatif. Oui, voilà. Donc le curatif ne m'intéressait pas autant, je n'étais pas stimulée par en fait, tu n'aimais les pas enfants malades. Non, même pas, le sang ne me dérangeait pas. C'est vrai qu'après ma première dissection, mon frère encore là, il en parle encore. Hein, genre mon premier cadavre, après là, je ne pouvais pas, j'ai appelé mon frère, oh viens, je suis seule, je ne peux pas dormir et tout. Mais après ça, non, le sang ne dérangeait pas. Mais je pense que c'est plus le fait d'avancer, aller jusqu'en 4e année et de se rendre compte que en fait, on a des cas, moi j'ai fait des stages ici où, voilà, comme tous les étudiants en médecine, hein, tout ton argent va dans les cas sociaux, entre les enfants à qui il faut payer scanner, les parents qui ne peuvent pas payer ci et ça. Et donc, bon, tout ça, ça n'a pas aidé pour moi. Tout à fait, ça a dû t'impacter. Mais tu as parlé aussi de racisme. Oui, et donc le racisme, j'avais déjà expliqué un peu. Hein, bon, je pense que c'était une petite ville, on n'était pas habitué à avoir des Noirs, donc il y avait toutes sortes de choses entre ceux qui te touchent, ceux qui veulent, voilà, surtout la femme noire qui est très sexualisée dans le monde arabe. Donc quand on voit une femme noire, on s'est dit qu'on peut toucher ses seins, on peut toucher ses fesses, on peut faire toutes sortes de choses et dire toutes sortes de choses. Et tous les étudiants qui vivaient là-bas, on était arrivés au stade où on était comme une horde, on s'est déplacé en communauté. Parce que justement, étant seule, oui, il fallait être tout le temps protégé. Toutes ces filles qui sortaient seules se faisaient agresser, mais toutes sortes de choses qui, vraiment, comme je dis là, j'ai passé 4 années, comme on dit là, assez intenses. Et je suis partie de là sans regret. Hein. Tu es une militante engagée pour les droits des femmes. Et alors, mais quelles sont tes actions sur le terrain? Alors, c'est toujours difficile de parler de soi-même. C'est la partie, comme on dit, la partie du film que j'aime pas. Mais je pense que j'ai l'honneur de travailler avec des femmes exceptionnelles que j'ai rencontrées dans mon parcours à différents niveaux. En ce moment, il y a un collectif ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle le collectif des activistes féministes. C'est un collectif justement de femmes qui sont regroupées pour lutter contre les violences basées sur le genre. Donc qui interviennent à différents niveaux dans toutes les communautés, hein, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur du pays. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le système n'est pas, la machine n'est pas bien huilée. On a parlé des normes sociales tout à l'heure. Bon, les études ont montré, hein, c'est quoi en Côte d'Ivoire en ce moment, 79% des femmes trouvent que c'est normal de se faire battre par leur mari, leur conjoint ou leur copain. Elles-mêmes te disent que c'est normal. Je ne sais pas c'est quoi la proportion d'hommes et ce qu'eux ils pensent, mais c'est pour dire qu'il y a un problème vraiment de société. Et je pense que l'État fait des efforts, mais le problème est vraiment communautaire. Donc ce collectif-là essaie de pouvoir donner des numéros d'urgence, c'est des gens qu'on peut appeler quand on a un besoin, quand on a un problème, et tout de suite on peut réagir. On essaie de faire beaucoup de sensibilisation sur les réseaux sociaux, sur différents canaux également, et puis de lever des fonds pour soutenir toutes ces ONG, tous ceux qui essaient de faire quelque chose pour les femmes, et pas seulement les mettre à l'abri, mais pouvoir aussi leur permettre d'être autonomes. La majeure partie de ces problèmes-là sont basés sur un manque d'autonomie, un manque de confiance en soi, un manque d'éducation, bref, de plusieurs problèmes en fait sociaux. Donc oui, engagés, oui, mais surtout parce qu'il y a d'autres personnes qui sont devant, qui portent les combats et puis que je peux accompagner. Parlons un peu de la jeunesse justement, parce que tu as dit que, et ça m'a frappé, 79% de femmes qui pensent que c'est acceptable de frapper, enfin de se faire frapper. Ouais. Et est-ce que tu as des chiffres pour ce que ça représente pour les jeunes femmes? Alors, je n'ai pas en tête le chiffre, mais je sais que c'est une forte proportion parce que l'étude avait été menée par une organisation qui s'appelle CPDFM et on peut retrouver ça on peut les retrouver sur Facebook et je pense qu'elles avaient beaucoup communiqué sur le rapport. Mais c'était la plupart des femmes qui étaient interrogées étaient entre 15 et 49 ans. Et on sait que la population ivoirienne étant jeune, si vous faites le rapport, la plupart c'est des jeunes. Et il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur cette problématique, même en milieu estudiantin.
Il y a Stop au chat noir oui, je connais. de Bénédicte, oui, justement. Et puis la Ligue. La Ligue aussi, ivoirienne, qui essaie de sensibiliser les femmes elles-mêmes pour accompagner. Et aussi avec les hommes, hein, parce qu'il faut les deux. Justement, on parlait de jeunesse. On reste dans cette thématique de genre et d'équité du genre. Comment justement emmener les hommes aussi à soutenir en fait les femmes dans ce combat pour l'équité? C'est clair. Moi, je me dis, il y a plusieurs gaps générationnels. Il y a des papas aujourd'hui qui sont vraiment des exemples, des modèles. Moi, je me rappelle qu'en terminale, je voulais être, oui, c'était en première, je voulais être chef de classe. Je suis venue à la maison, j'ai dit à la maison, je veux être chef de classe et tout. Ma mère a dit, ah non, c'est un truc pour les garçons. C'est mon père qui m'a dit, non, vas-y, il faut que tu sois chef de classe, tu vois. Mais donc, il faut que les papas eux-mêmes donnent l'occasion à leurs filles, les encouragent, les soutiennent. C'est ta maman même qui t'a... Tu vois. Mais bon, parce que justement, culturellement, on se dit, mais ça, c'est des trucs pour les femmes. Et puis après, tu auras une trop forte personnalité. Oui, après, voilà, on a après, tu vas pas trouver des maris. Exactement. Tu vas aller confronter ton mari à la maison. À la maison, tu vas aller te jouer. Les hommes vont avoir peur de toi. C'est ça. Et donc, ça fait toujours un peu peur. Mais donc, moi, je pense qu'il y a ça, l'éducation qu'on donne à nos enfants. Après, comme tu disais tout à l'heure, des rôles modèles. Trouver des hommes qui incarnent ces valeurs-là qu'on peut mettre en avant. Il y a un jeune qui est en train de lancer un mouvement consolidé de He4She. Et ce serait intéressant de voir ce qu'il arrive à faire avec ça, de trouver ces profils-là, qui sont peut-être pas ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment, surtout en termes d'artistes et autres, voilà. Mais trouver des gens qui peuvent justement soutenir les femmes, porter ces combats. Et puis après, c'est dans la sphère de tous les jours. Pour ceux qui sont en entreprise, est-ce qu'il y a un environnement favorable aux femmes? Vous, en tant qu'homme, si ton collègue est en train de draguer l'autre collègue, toi qui observes la scène, qu'est-ce que tu fais pour elle? Comment tu l'aides? Est-ce que tu lui dis ne t'inquiète pas, ou bien ah non? Est-ce que tu la rassures? Est-ce que tu l'épaules? Ou bien encore, quand on est en train d'harceler sexuellement une dame et autres, que toi tu es dans la rue, qu'est-ce que tu dis en tant qu'homme? Et donc, c'est ce genre de petites choses-là qui peut faire un déclic et puis aider à changer. Est-ce que tu penses que ce sont des choses qu'on doit peut-être commencer tôt, en fait, à l'école, en fait, pour les voilà, c'est pas quand on est étudiant. Enfin, quand on est étudiant, on est déjà, oui, voilà, c'est à la maison, c'est à l'école aussi. Si le petit garçon, quand il finit de manger, on dit à sa soeur de venir débarrasser, bon, il y a un problème. Ou bien, on laisse les petits garçons regarder la télé, et puis les filles, il faut apprendre à cuisiner, il faut aller dans la cuisine. C'est des choses comme ça. Moi, je pense que c'est à la maison, c'est à l'école, c'est partout. Mais surtout, les adultes donnent l'exemple aux enfants. Nos enfants ne font que ce qu'on leur montre. Absolument. Donc, si on leur donne un exemple, on est sûr qu'on a une génération qu'on va bâtir plus ou moins égalitaire. Et je dis plus ou moins encore parce que, voilà. Mais dans notre génération aujourd'hui, c'est des petits gestes au quotidien. Dans le monde professionnel, avec des amis, est-ce qu'on se soutient entre nos femmes? Est-ce que, voilà, justement, on permet même aux hommes de nous soutenir? Parce qu'il y a tout ça dedans. Hein. Il y a des femmes aussi qui estiment que les hommes doivent rester dans une certaine sphère. Oui, c'est ça. Et qui ne leur donnent même pas l'occasion de les soutenir. Donc, il faut qu'on change. Ouais. Il faut qu'on amène les hommes dans le débat. On les amène dans le débat et qu'ils puissent justement jouer leur partition et aider à changer les choses, en fait. Parce que même quand on parle d'un couple, on a bien changé la loi. Ce n'est plus l'homme seulement qui est le chef de famille, la femme est aussi considérée comme chef de famille. Donc ça fait que c'est deux piliers. Dans une relation, dans une famille, c'est deux piliers. Donc il y a le pilier femme, il y a le pilier homme. Et sans les deux, ça ne marche pas. Quand on dit qu'on est féministe, on ne dit pas qu'on dit à un mari d'aller faire la cuisine, quoi. Enfin, s'il veut le faire, il peut, bien sûr. Mais c'est pas moi en fait, quand on dit féminisme, c'est pas à ça que je pense. Hein. Mais il y a des gens, c'est à ça qu'ils pensent. Il faut une équité, c'est-à-dire la femme 50%, l'homme 50%, c'est-à-dire chacun pour aller. Voilà, c'est ça la différence peut-être entre le terme équité et puis égalité. Voilà. Parce que après, oui, culturellement, les choses sont différentes, mais il faut savoir en fait qu'est-ce qu'on veut. Et nous-mêmes, quand on parle individuellement, on se dit je suis féministe ou bien je veux un environnement féministe autour de moi, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que votre charge, c'est de se dire moi je prépare trop, il faut que mon mari prépare? C'est ça en fait. Il y en a pour qui c'est un deal breaker. Il y en a pour qui pas du tout. Au contraire, il y a des hommes qui aiment faire la cuisine, qui le font naturellement et tout. Après, pareil pour les enfants. Il y a des aides ménagères souvent dans les foyers, il y a des nounous. Donc peut-être que ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui soutient votre carrière? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne même la liberté d'avoir une amie, et qui vous encourage? Qui vous encourage, c'est ça. Dans vos ambitions et tout voilà. ça. Voilà. Ou bien est-ce que vous avez un papa qui vous dit oui ma fille, vas-y, tu peux aller aussi loin que tu peux. Ou bien on se dit non, toi là, il faut faire secrétaire, tu vas faire un petit boulot ici et puis voilà. Donc il y a tout ça dedans. Je pense comme tu dis là, il ne faut pas
généraliser. Ouais. Il faut contextualiser les choses et puis avancer selon notre temps. C'est bien d'être avant-gardiste. Moi, en tout cas, je rêve d'une société, j'ai 2 filles. Donc, je rêve d'un monde où elles ont autant de chances, autant d'opportunités que les petits garçons qui les entourent. Ça, c'est vraiment ce que je veux pour elles. Après, qu'est-ce que ça représente en réalité? Ça va être différent, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Néné. Mais merci à toi de nous avoir reçus. C'était un plaisir d'être là. Et bon courage avec Syria. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on passe au cadeau. Au petit cadeau. Parce que bon, on ne peut pas quand même te laisser partir sans. Et puis, on fait la promotion des entrepreneurs ici. Hein, c'est important de justement parler. Alors, ça, c'est AES. En fait, ce sont des produits. Hein, tu peux regarder. Je pense qu'il y a une huile, j'adore déjà l'emballage naturel et tout. Yes, merci, c'est super joli. L'huile, gommage. Ça sent bon déjà. Ça sent bon, ça sent très bon. Ces produits sont super. Mais voilà. Et tout est naturel. En plus, moi qui suis une adepte des spas. Oui. Mais c'est parfait alors. C'est parfait. L'effet spa à la maison. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien ça. Alors ça, ce sont des petits bijoux. Une femme, est-ce qu'on peut la laisser? On aurait dû ramener un petit cadeau Syria. Franchement, c'est pas grave. Alors il y a un bracelet mignon. et puis il y a des boucles d'oreilles. Mais merci beaucoup, merci. Et c'est Sanou, c'est aussi un. Mais ça, je crois que c'est un entrepreneur. Oui, c'est fin et c'est très joli. C'est mignon ça. Et tu sais ce que ça veut dire Sanou de toute façon? Oui, justement, c'est ce que j'ai failli dire. Je dis mais c'est de l'or. Ouais. C'est mignon, oh là là. Et puis il y a des boucles d'oreilles aussi. Mais décidément, je suis gâtée. Il fallait que je vienne plus tôt. Tu es venue à point nommé. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Ça me va droit au cœur. Merci. Et puis, bonne chance, ça me va du coup. Il y a une paire de boucles d'oreilles aussi dedans. Hein. Nice. Oui. Ok. Voilà, il y a des boucles d'oreilles aussi. Donc, tu as 2 choses. Parce qu'on ne peut pas donner un bracelet sans mettre les boucles d'oreilles. Un seul bijou, quand même. C'est bizarre. Il faut des boucles d'oreilles et un bracelet, ou un bracelet et une bague. En tout cas, moi, je suis preneuse. Que ce soit en combinaison ou à l'individuel. Cute. Voilà. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Mais voilà. Je vais les mettre tout à l'heure, là, déjà. En tout cas, merci beaucoup, Néné. Mais merci à toi, vraiment. Merci beaucoup. Merci. À toute l'équipe de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme.